Bonjour tout le monde, Alain Rousseau, directeur scientifique du RQRAD. C'est à moi l'honneur et le plaisir de présenter le webinaire de Madame Michèle Boivin. Donc, Madame Boivin va nous parler évidemment de la recherche sur l'entreposage et nous souligner comment c'est important pour assurer la qualité, l'innocuité des pommes de terre. Donc, dans un premier temps, elle va nous faire un survol des défis reliés à l'entreposage. Par la suite, elle va nous donner une visite virtuelle, évidemment, là, de l'entrepôt de la ferme expérimentale d'Agrinova. Madame Boivin a récemment joint l'équipe d'Agrinova à titre de chargée de projet de recherche et innovation. Elle a développé une expertise en développement de bioproduits, notamment à base d'extraits forestiers, pour limiter les pertes post-récolte des pommes de terre. Elle détient une maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire et possède plus de 5 ans d'expérience en recherche et développement. Ses projets préférés sont les projets collaboratifs qui rallient partenaires industriels, centres collégiaux de transfert de technologies et universités et qui permettent de pousser plus loin la recherche. Donc, Madame Boivin, je vous souhaite la bienvenue et je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour, comme le bien mentionné Monsieur Rousseau, vous présenter l'entrepôt expérimental d'Agrinova, et aussi toute la complexité que pose justement l'entreposage de pommes de terre. Donc, sans plus tarder, je crois que je convainc pas beaucoup de personnes en mentionnant que les pommes de terre sont vraiment importantes à travers le monde pour plusieurs raisons. Non seulement les pommes de terre se cultivent sur différents types de sols, donc au niveau, dans tous les pays, c'est quand même une culture qui est facilement adaptable, avec quelques petits bémols, mais c'est aussi une culture qui offre un bon rendement de production et qui offre une excellente qualité nutritionnelle. C'est pas pour rien que pour la sécurité alimentaire à travers le monde, la pomme de terre, c'est vraiment un des piliers de la sécurité alimentaire. Donc, la petite figure ici pour vous présenter un peu la consommation par habitant de quelques pays clés. Au Canada, on se situe quand même assez bien avec 68 kg de pommes de terre consommées par habitant par année. Puis, sachez que la consommation mondiale, on tourne autour plutôt du 35 kg par habitant. Donc, il faut croire que nous, les Québécois, avec notre repas préféré, les poutines, on parvient à augmenter quand même beaucoup la consommation canadienne. Il faut aussi savoir que la pomme de terre se répartit en 3 grands marchés et que chacune des provinces canadiennes a des différentes proportions de ces marchés-là. Donc, les 3 grands marchés sont le marché frais, ou de table, ce sont un synonyme, ou est-ce que c'est vraiment les pommes de terre qu'on retrouve sur les tablettes à l'épicerie. Le deuxième marché, c'est le marché de semences. Donc, pour cultiver la pomme de terre, c'est pas nécessairement des graines qu'on va venir planter, c'est vraiment des pommes de terre qu'on appelle aussi des tubercules qu'on vient planter au champ. Donc, il y a vraiment un marché spécifique pour produire de la semence de qualité et qui est aussi très réglementé. Donc, c'est ça pour le deuxième marché. Et le troisième et dernier marché, c'est tout le marché de la transformation. Quand on parle de marché de transformation, il y a quand même plusieurs sous-sections à ce marché-là, mais il y a notamment le domaine alimentaire où est-ce que là, on vient parler des frites, des chips et de toute autre transformation qu'on vient faire en fait avec la pomme de terre en divers produits. Au Québec, on a quand même une particularité par rapport aux autres provinces parce que c'est beaucoup le marché frais qui prend de la place à plus de 51% versus le marché de transformation qui est un petit peu amoindri par rapport aux autres provinces. Donc, ça crée quand même quelques différences au niveau logistique de la production au Québec par rapport aux autres provinces canadiennes. J'aime bien faire les présentations un peu différentes de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir, d'assister. Donc, j'aime dynamiser le webinaire avec quelques questions. Puis pour s'échauffer et se pratiquer, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ce genre de questions-là, ben je vous pose comme question,
mangez-vous des pommes de terre? Donc, on a comme choix de réponse Burke. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. À l'occasion, juste en poutine. Je peux le comprendre en étant une Québécoise. Et aussi, je suis fan finie. J'en mangerai le matin, midi et soir. Donc, s'il vous plaît, juste cliquez au petit cercle qui correspond à votre réponse. Moi, pour ma part, je suis une fan finie. Est-ce que, Denise, on arrive à voir les réponses? On a 92% de taux de réponse, donc il manque une personne, mais si tu veux, je vais mettre fin au sondage. Je pense que ça va être très représentatif de notre audience. Vas-y, Denise. À l'occasion, puis je suis une fan finie ou un fan fini. Bah, c'est bien. Donc, voilà pour la petite pratique. Puis, à travers le webinaire, là, je vais vous poser quelques questions comme ça. Prochaine diaporama. Ouais. Je mentionnais qu'il y avait vraiment plus de doute à avoir au niveau de l'importance de la pomme de terre, et ce, dans le monde entier comme au Québec. Mais un des plus gros défis dans toute la production de pommes de terre, c'est vraiment l'entreposage. Parce que, surtout au Québec, les pommes de terre passent quelques semaines à plusieurs mois entreposées. Parce qu'évidemment, on a juste une récolte par année. Il y a d'autres pays où est-ce qu'on peut faire 2 récoltes, mais nous, dans notre cas, avec le climat qu'on a, c'est vraiment une seule récolte. Puis l'entreposage, on a 2 problèmes qui ressortent le plus. On va avoir la germination, qui, comme vous pouvez voir là sur la photo, là, c'est quand même un cas extrême de germination, là. Ça va venir impacter le poids. On voit déjà là, sur la photo, là, la pomme de terre est assez ratatinée. Donc, elle a perdu de l'eau et en conséquence du poids, la masse. Ça fait en sorte aussi que le germe qui pousse, qui veut se transformer en plante, vient tirer les nutriments du tubercule pour se développer en germe. Donc, si on consommerait une pomme de terre germée, en enlevant bien sûr le germe, on aurait moins de valeur nutritionnelle qu'une pomme de terre n'étant pas germée. Mais au-delà de ça, la germination vient réduire les sucres. Donc, la pomme de terre, elle contient beaucoup d'amidon, qui est quand même une grosse molécule de sucre, si on peut dire ça comme ça. Puis la réduction des sucres, c'est que ça vient faire en sorte de créer toutes des molécules plus petites, plus simples de sucre. Puis la réduction des sucres, ça va venir impacter beaucoup la coloration des produits transformés comme les chips et les frites. La deuxième problématique qu'on retrouve en entrepôt, ce sont évidemment les maladies. Donc, on parle de pourriture, molle, sèche, la tache argentée. Puis quand on a un développement de maladie, soit il faut entièrement jeter le lot au complet ou le lot vient déclasser, donc perdre de la valeur économique pour différents marchés. Puis, il faut savoir qu'une pomme de terre dans notre lot, ça peut en contaminer plusieurs autres. Donc, c'est pas trop long que si on contrôle pas un foyer d'infestation d'entreposage, on peut avoir quand même d'énormes. Au Canada, les pertes en entreposage sont évaluées à environ 10% annuellement. Et en question monétaire, ça représente quand même 75 millions de dollars. Puis nous, on est chanceux au Canada parce qu'on a quand même des bonnes infrastructures d'entreposage. Mais les pays en voie de développement qui n'ont pas accès à ces infrastructures-là, leurs pertes, ils vont augmenter facilement entre 20 et 50% de leur récolte. Puis avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler du processus de germination parce ça a quand même une certaine particularité au niveau des pommes de terre. Parce que les pommes de terre, ils passent, avant de germer, par une période de dormance. Cette période de dormance-là, en fait, elle sert un peu comme mode de survie du tubercule, qui est en fait l'organe de reproduction.
lorsque les conditions sont pas favorables pour développer des germes et donc un nouveau plant de pommes de terre. Donc, tant et si longtemps que les conditions sont pas bonnes pour le tubercule, le tubercule reste en période de dormance. Dans cette dormance-là, il y a 3 phases. Il y a la phase qu'on appelle endodormance, où est-ce que vous aurez beau faire ce que vous voulez avec la pomme de terre, elle germinera pas. Parce que c'est vraiment réglé au niveau de la biologie, des hormones et autres facteurs du méristème et d'autres cellules au niveau de la pomme de terre. Puis ça, c'est quand même assez une caractéristique qui va varier de variété en variété de pommes de terre. Une fois qu'on a cette endodormance-là se termine, on a une échodormance. Où est-ce que là, on peut quand même maintenir une dormance, donc freiner la germination, le processus de germination par des conditions environnementales, surtout en période en température fraîche. Au niveau autour de relativement en bas de 10 degrés, là, on limite de plus en plus le processus de germination. Donc, garder ces pommes de terre au frais à la maison va limiter justement la rapidité à la pomme de terre qui va venir germer. Donc, dès qu'on enlève la pomme de terre de la température fraîche, elle va se mettre à germer, contrairement à l'endodormance où est-ce que là, il n'y a vraiment aucune germination possible. Puis, le dernier stade de dormance, c'est lorsqu'on voit un premier germe apparaître au niveau apical de la pomme de terre, que là, on appelle aussi une dominance apicale. Donc, quand une pomme de terre commence à germer, elle commence toujours par une dominance apicale, puis ensuite, il va y avoir de multiples germes partout autour de la pomme de terre à travers différents yeux qu'on appelle. À chaque yeux va se développer de nouveaux germes. Puis pour vous donner une certaine idée, en entrepôt, quand est-ce que les variétés vont commencer à germer, là, si on ne contrôle pas avec des températures ou avec des produits, en fait, les variétés qui sont plus précoces et agressives en germination, vont généralement commencer à germer au début décembre, janvier, alors que pour des variétés qui germent plus tardivement, on peut penser plus au mois de mars et mars-avril, là, généralement. Donc, plus tôt en introduction, je mentionnais l'accès à de bonnes infrastructures. Ça a quand même un gros impact pour limiter les pertes. Une infrastructure adéquate va permettre de contrôler plusieurs paramètres, notamment le CO2, la ventilation, la température et l'humidité relative. Puis chacun de ces facteurs-là influence vraiment le comportement de la pomme de terre qui est entreposée. Elle peut avoir une influence sur la respiration, sur la concentration des sucres réduits, qui, comme je le mentionnais plus tôt, a un impact quand même assez important sur la coloration des chips et des frites. On peut aussi avoir une influence sur la perte de poids, qui va venir ratatiner, assécher la pomme de terre. On peut aussi avoir une incidence sur la germination, surtout avec la température, mais aussi le développement de maladies, etc. Chacun de ces facteurs-là influence l'un et l'autre. C'est ce qui crée vraiment la grande complexité d'une bonne gestion d'entreposage de pommes de terre parce qu'il n'y a pas de monde idéal. Tout est une question d'équilibre. Et pour bien vous illustrer ce que je veux dire là par équilibre, je vous présente cette figure-ci en prenant la température comme exemple. Donc, si on a une température plus élevée, aux alentours de 10-15 degrés Celsius, on va avoir une respiration plus grande, donc plus de CO2, une plus grande perte de poids aussi. On va avoir une accélération de la germination et une échodormance réduite assez considérable.
On va aussi augmenter les chances de développer des maladies et d'accélérer ce développement-là. À l'inverse, si on a une température d'entreposage plus faible, aux alentours de 4 degrés Celsius, on va venir limiter la respiration, on va venir limiter la germination et aussi les maladies. Mais par contre, on va venir favoriser la réduction des sucres. Donc, on va se ramasser avec plus de glucose et plus de sucrose. Donc, nos chips et frites vont avoir une couleur beaucoup plus foncée que qu'est-ce que l'industrie voudrait avoir. C'est pourquoi aussi que les pommes de terre qui sont dédiées à la transformation vont être généralement entreposées là, vers les 8-9 degrés Celsius, alors que celles qui sont dédiées au marché frais, marché de table, vont plutôt être entreposées à 4 degrés Celsius. Puis là, encore une fois, tout dépendamment des variétés, on va venir peaufiner ces contrôles-là de température et des autres paramètres. Je parle beaucoup d'entreposage depuis tantôt, mais si on prend un pas de recul et qu'on regarde les étapes de vie d'une pomme de terre à partir de sa récolte, voici à quoi que ça ressemble. Donc, on commence évidemment par une récolte que on souhaite idéale. Par là, j'entends avoir un temps sec. Si on a des patates mouillées en entrepôt, les risques de développement de maladies sont considérablement plus élevés. Il va falloir beaucoup travailler sur la ventilation pour assécher les pommes de terre qu'on rentre. On souhaite aussi avoir une température adéquate, pas trop chaud, pas trop froid, puis surtout pas en risque de gel. Parce que des pommes de terre qui, le gel, ça fait pas bon ménage, mais vraiment pas. Puis aussi, ben, on veut quand même récolter les pommes de terre à leur bonne maturité, donc bon taux de sucre et bonne maturité en général. Une fois qu'on récolte, on va venir entreposer les pommes de terre. Puis, on va passer par une phase de préconditionnement. Dans cette phase-là, on va maintenir des températures un peu plus élevées, 10 à 15 degrés Celsius, tout dépendamment du producteur. Et cette phase-là va surtout servir à venir cicatriser les blessures que les pommes de terre ont subies lors de la récolte ou de la manutention avant d'être acheminées dans l'entrepôt, dans la chambre. Parce que si on a une blessure, ça signifie une belle porte d'entrée pour les micro-organismes et créer un foyer d'infestation. Donc, la période de cicatrisation, on peut penser, mettons, 1 semaine, 2 semaines. C'est pas mal ça qui se fait en général dans l'industrie. Une fois que la cicatrisation est terminée, là, on vient refroidir la température pour atteindre la température idéale de longue durée pour entreposer nos pommes de terre de quelques semaines à plusieurs mois. Puis, avant de vendre nos pommes de terre, on va faire un reconditionnement. Donc, on va augmenter progressivement la température parce que bouger les pommes de terre quand elles sont froides, ça augmente le risque de blessure et donc une perte de qualité avant, par exemple, d'être envoyé aux épiceries. Donc, jusque-là, ça terminerait l'introduction. Est-ce que vous avez des questions? Non, je suis rendue quasiment un expert. Oui, mais je suis trop gênée. Je comprends. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de poser des questions comme ça. Puis, si vous voulez poser justement votre question, ben libre à vous de le faire maintenant, avant qu'on passe à la prochaine diapo. Moi, j'aurais juste une question, Madame Boivin. Oui. Quand on parle de contrôle de CO2, quelle est la concentration en ppm qu'on recherche? Ça dépend beaucoup de l'entreposage. Nous, je sais que on flush le CO2 à 600 000 ppm parce que il me semble, j'ai pas le chiffre exact en tête, là. Il me faudrait que j'aille fouiller, mais à partir de peut-être un 6 000 ppm de CO2, c'est là qu'on va venir voir un impact sur la coloration des pommes de terre. Mais le 6 000, il faudrait que j'aille vérifier. Je pourrais vous revenir
par courriel avec la réponse exacte. OK. Puis, mon autre question, c'est lorsqu'on a parlé des 3 types de dormance, quels sont, tu nous as dit que ça variait selon les variétés, bien entendu. Mm-hmm. Et quand on parle de endodormance, normalement, c'est combien de temps? C'est après la récolte, c'est quoi? C'est 1 semaine, 2 semaines? C'est une excellente question. Parce que, en tout cas, nous, quand on parle de dormance, on fait pas beaucoup de distinction entre l'endodormance et l'écodormance. Souvent, on met ça en melting pot. Donc, j'ai pas la réponse pour vous présentement. Puis, ouais. Ça dépend, c'est sûr, des variétés, mais mettons comme la colomba. Si je la mets à température pièce, décembre, c'est sûr que j'ai remis. Sans qu'elle ait eu à passer dans un autre un entreposage au frais. Donc, je dirais peut-être pour les variétés plus agressives, un peu comme que je mentionnais d'emblée, là, décembre pour les variétés qui ont une plus faible dormance, ce serait pas mal là qu'elles vont commencer à germer. Sinon, ça va plus être au printemps que Donc, là, on peut venir. On parle en termes de 2, même 3 mois, dépendamment quand la récolte est faite, parce qu'habituellement, la récolte est faite quoi, en septembre? Ça dépend des régions, bien entendu, là, mais OK. Ouais. Mais comme je disais, j'y mets un petit bémol parce que souvent, on fait pas une énorme distinction entre, en tout cas, du moins pour nous, de notre côté, entre l'endodormance et l'écodormance. Donc, voilà. Merci. De rien. Parfait. Donc, on passe maintenant à la visite de l'entrepôt expérimental de pommes de terre qui se situe vraiment à Sainte-Croix de Lotbinière. Donc, en 2018, il y a eu la construction de ce magnifique entrepôt-là qui est exclusivement dédié à la recherche en entreposage. Donc, quelques faits saillants. C'est un complexe quand même unique au Canada et quasiment même en Amérique du Nord, qui est vraiment dédié, comme je le mentionnais, à la recherche entièrement. C'est une construction de 2018 qui a été financée avec plusieurs paliers gouvernementaux et aussi accompagnée d'un financement du milieu des partenaires privés, mais qui était aussi accompagnée d'une programmation de recherche que lui était financée par le CRSNG. Donc, on avait une bâtisse, puis on avait une belle programmation de recherche pour alimenter les premières années de cette infrastructure-là. Tout dépendamment des années, on avait une équipe qui jouait entre 3 à 5 personnes qui étaient composées de chargés de projet, de professionnels de recherche et de techniciens. Et depuis sa construction, ou un petit peu avant, là, ça a été 32 projets de recherche qui ont été réalisés ou en cours de réalisation. Ces projets-là sont principalement faits avec des PME à la hauteur de 69%. Donc, quand on rentre par la grande porte de garage que vous avez vue sur la photo d'avant, on voit on voit exactement ça, en fait. Donc, on a 4 grandes chambres du côté gauche et 6 autres plus petites chambres. Donc, on voit mieux comment que sont réparties les grandes chambres d'entreposage. Puis nos grandes chambres, ce sont des chambres hybrides où est-ce qu'on peut avoir 2 types d'entreposage, en vrac ou en boîte. Donc, quand on parle d'un entreposage en boîte, c'est ici. C'est de ça que ça ressemble. Donc, nous, dans nos chambres, on a une capacité de mettre 90 boîtes de 1000 livres de pommes de terre par chambre. Puis, pour augmenter notre capacité de recherche au sein même d'une chambre, on pourrait même diviser chacune de ces boîtes de 1000 livres-là en 4 pour avoir augmenté notre nombre d'unités expérimentales. Tandis que si on parle d'un entreposage en vrac,
ben c'est vraiment un tas de pommes de terre qu'on vient remplir dans la chambre d'entreposage. Puis, je mentionnais en introduction vraiment l'importance d'avoir un bon contrôle de divers paramètres. Dans notre cas, pour les grandes chambres, on est capable de contrôler à distance la température, que ce soit avec l'air frais extérieur ou encore avec de l'air conditionné quand on arrive à l'été et qu'on peut plus utiliser l'air frais. On contrôle également l'humidité relative ainsi que le CO2. Donc, je vous présente le backstage de nos grandes chambres avec ces photos ici. Donc, dans la mesure du possible, pour contrôler la température, on utilise l'air frais de dehors qui s'ouvre ici. Donc, ça fait rentrer l'air frais extérieur qui, dans le fond, ici, on est comme on a 3 étages. Notre grande chambre, là, elle a vraiment 3 étages. Donc, ici, avec cette photo-là, on se retrouve au 2e étage. Donc, l'air frais, elle s'en va vers le plénum, donc au 1er étage. Ici. Ensuite, elle va être dirigée dans la chambre qui contient des pommes de terre avec ce genre de fente-là. Dans le plénum, on a aussi notre humidificateur pour gérer, en fait, créer l'humidité nécessaire pour un bon entreposage des pommes de terre. Mais dans le plénum, on peut aussi faire des traitements de fumigation de produits anti-germinatifs pour aider à contrôler la germination des pommes de terre. Donc, quand on a le backstage qu'on appelle le plénum, selon les modes d'entreposage, l'air frais va arriver soit, et l'air frais, l'humidité, le produit antigerminatif et tout ça, là, va soit arriver par le plancher quand on a un entreposage en vrac, donc un tas de pommes de terre qui remplit la chambre, ou l'air frais et tout ça va arriver du mur quand on a un entreposage en boîte. À part vraiment du mur vers la porte de garage qui se situe un peu à l'avant pour soit se faire flusher ou soit retourner à l'extérieur. Bref, c'est sûr qu'une photo, c'est pas nécessairement l'idéal pour le montrer, mais ce que je voulais vraiment vous signifier par là, c'est que selon le mode d'entreposage, la ventilation va être différente. Puis, je parlais de fumiguer un produit antigerminatif dans le plénum. Ça se fait, mais on peut aussi fumiguer notre produit dans le devant de la chambre à travers la porte de garage, comme ça ici. Donc, selon les produits, on peut venir travailler sur différentes méthodes d'application comme ça pour voir c'est quoi la meilleure méthode de traitement possible. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions sur le fonctionnement des grandes chambres? Moi, j'en aurais une. Oui. Votre système de ventilation, il est à pression positive ou pression négative? C'est-à-dire que dans le plénum, le ventilateur, il est au mur et c'est lui qui fait rentrer l'air extérieur. Et dans la chambre d'entreposage, là, vous avez un ventilateur qui fait sortir l'air. Donc, est-ce que c'est exactement comme ça? Dans le plénum, d'après moi, c'est pression positive. Puis dans la chambre où est-ce que les pommes de terre sont, c'est à pression négative. Est-ce que vous connaissez ces termes techniques-là? Positif, négatif, non. Je vous avoue que je suis vraiment pas une experte technique à ce point-là. C'est plus ma collègue Sophie qui gère vraiment les technicalités comme ça. Mais dans le fond, si l'air frais passe vraiment dans le plénum avant de se rendre dans la chambre d'entreposage. Mais dans la chambre d'entreposage, il y a aussi une sortie d'air, si j'ai bien compris, là. Oui. Ici, là, en haut, là, on voit, là, il y a une sortie d'air. Oui, ça dépend. Selon si on fait rentrer l'air extérieur ou si on est en air conditionné, la sortie d'air va être différente. Si on utilise vraiment l'air extérieur, en fait, on voit pas dans la photo, mais on a notre cheminée de CO2 qui est ici.
Puis c'est par là que va venir sortir l'air extérieur frais. Tandis que si on est en circuit plus fermé, donc pas d'air d'extérieur, ça c'est l'air conditionné, l'air va sortir par ici. OK. Et on va venir vraiment refroidir comme ça en circuit plus fermé. OK. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, partiellement, là, mais si votre collègue Sophie avait été là, si elle est ingénieure, elle aurait pu m'apporter un peu plus de détails, là, mais je comprends l'ensemble. Fait qu'on on a vraiment deux sorties d'air selon si on est en air conditionné ou si on utilise l'air frais. L'air frais va vraiment faire plus ce chemin-là, tandis que l'air climatisé va vraiment plus y aller comme ça avec une sortie qu'on retrouve ici. Mais je vous inviterais bien à venir en personne. Ça va peut-être être plus facile aussi que des Oh, oui. photos. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi, j'aurais une autre question. Oui. Dans le fond, vous avez mentionné qu'il y a un traitement de fumigation dans le backstage. Euh, Là, en fait, je comprends en fait que c'est un traitement assez fréquent. Puis Oui. je me demandais par rapport à la question du lavage de l'entrepôt, la gestion des eaux de lavage, ça se fait comment? Est-ce que cela sera développé plus tard dans la présentation ou bien on peut aborder ce point-là tout de suite? En fait, j'aborde pas la question de lavage des pommes de terre Mhm. euh, parce que ça se fait pas vraiment. Ben, ça se fait pas vraiment. Ça se fait pas nécessairement au niveau de l'entreposage. Nous, on lave jamais nos pommes de terre euh, dans l'entrepôt. Ça va être plus au niveau soit de quand on les emballe que nous, on Mhm. n'est pas équipés ici. Donc, quand on parle de nettoyer, ben en fait, la seule eau qu'on utilise, c'est pour désinfecter nos chambres froides quand elles sont vides et tout ça. Fait qu'on n'a pas vraiment l'aspect de gestion des eaux ici en entrepôt. OK, mais vous avez mentionné en fait que ces eaux, on va avoir des eaux de lavage des chambres froides, vous avez dit, hein? J'ai-tu mentionné les eaux de lavage? Euh, Qu'est-ce que vous lavez exactement? À part les pommes de terre, euh, est-ce que vous Parce lavez qu'en fait, l'entrepôt? on lave juste l'entrepôt quand que Ouais. l'entrepôt est vraiment vide puis qu'on a un drain euh, qui s'en va dans une fosse puis qu'on fait vider la fosse. Mais c'est pas nécessairement ça qui est représentatif de l'industrie de la pomme de terre. Fait que ce bout-là, euh, en fait, on n'a pas vraiment de recherche qui se fait sur le traitement de lavage des eaux. OK, OK. Parce que c'est pas une opération qui est régulièrement faite en entrepôt. Là. C'est pas comme si, mettons, je nomme n'importe qui, n'importe quel producteur Dolbec qui ont certains produits de pommes de terre qui lavent, par exemple, avant d'emballer. On n'a pas cette gestion-là d'eau de lavage. Là. OK. Puis, ben c'est ça, le traitement de fumigation, c'est vraiment un traitement qui se fait par fumée pour contrôler la germination des pommes de terre. Donc, c'est pas de l'eau, c'est juste une fumée qui, à un moment donné, elle va finir par se dissiper avec la circulation de l'air. Fait qu'on n'a pas de liquide à récupérer après. Madame Boivin, sur cette diapositive-là, parce que ça passait un petit peu vite, là, ce que je comprends, c'est que la figure à gauche, ça, c'est comme une chambre de tranquillisation, c'est-à-dire, puis au plancher, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit où est-ce que la grille à gauche, est-ce que c'est le ventilateur qu'on voit à droite au plafond? Oui, c'est ça. Dans le fond, la OK, grille ici, là, c'est exactement ça. Il y a OK. Bon, ce que je peux vous dire, là, c'est probablement l'entrée d'air, évidemment, c'est à pression négative. Ce ventilateur-là, c'est lui qui fait ouvrir les palmes qu'on voit à gauche. Là, donc, c'est lui qui tire l'air. L'air s'en va Mhm. après dans votre plénum. Et du plénum, après, ça va être déplacé vers Après. l'entreposage. OK, merci. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait.
je vous apporte maintenant dans nos 6 petites chambres d'entreposage. Donc, voici à quoi que ça ressemble. Puis une cheminée de CO2 là, qu'on voyait pas dans l'autre dans l'autre portion, là, ça ressemble à ça ici, là. Donc, les petites chambres d'entreposage, ça nous permet de réaliser des plus gros projets qui comportent vraiment plusieurs variables à l'étude. Donc, différents produits, différentes méthodes d'application de ces produits-là, différentes variétés de pommes de terre, etc. Parce que un bac que vous pouvez voir ici qui est troué, c'est un peu comme une unité expérimentale en soi, en fait. Donc, avec la capacité de nos chambres de stocker maximum 300 bacs de 50 livres, on peut vraiment venir grossir, avoir un très beau design expérimental. Donc, puis aussi, ce genre d'essai-là, ben, ça devient plus facile à aller chercher le bac qu'on veut pour l'évaluer régulièrement. Parce que si je prends pour exemple, quand on mesure la germination, c'est dès que ça commence à germer, on fait quand même des analyses assez régulières. Là. Aux 2 semaines, on vient mesurer et on vient observer comment est-ce que ça se comporte. Donc, c'est vraiment facile d'accès. Puis, tantôt, je parlais de fumigation dans les grandes chambres. On fait ça directement dans les grandes chambres en soi. Mais dans nos petites chambres, c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. En fait, on va venir fumiguer quasiment 500 kilos de pommes de terre dans une petite niche de bois qu'on peut venir voir ici. Et puis, quand évidemment, on n'a pas le même appareil parce que il faut un plus petit appareil, là, mais ça ressemble. Là, je crois pas que la vidéo semble. Ah oui, elle fonctionne. On voit ici l'appareil qui fumigue et on voit bien la fumée qui se disperse entièrement dans la petite niche de bois. Donc, quand on travaille justement dans les petites chambres et qu'on fait des tests de produits antivirinatifs, on va vraiment travailler de cette manière-là. C'est pas l'idéal, nécessairement, c'est pas tout à fait ce qu'il représente, mais ça nous permet d'avoir des essais entre l'échelle laboratoire et l'échelle à grande échelle dans nos grandes chambres. Ça nous permet d'avoir un juste milieu comme ça pour bien faire le scale-up du développement du produit. Puis, je parle beaucoup de fumigation et produits antigerminatifs ensemble parce que la fumigation, en fait, les produits antigerminatifs, là, ils sont appliqués quand que les pommes de terre sont déjà entreposées. Donc, en fait, à ma connaissance, il n'y a aucun produit antigerminatif qui va venir s'appliquer par pulvérisation parce qu'on veut pas sortir les pommes de terre de la chambre, les faire passer sur un convoyeur pour être pulvérisées, puis après ça, les remettre dans la chambre d'entreposage. Ça crée trop de stress et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on vient vraiment fumiguer dans la chambre en soi. Donc, quand on parle de pulvérisation de produits, qu'on peut faire d'ailleurs avec différents types de convoyeurs et différents types de buses, on parle plus de produits antimicrobiens parce que quand que la récolte se fait, ben, c'est plus facile. C'est surtout là aussi qu'on a plein de blessures dues à la manutention et à la récolte des machines et tout ça. Donc, on a plein d'opportunités pour les micro-organismes de se développer. Suivant la récolte, quand ils sont sur un convoyeur avant d'être entreposés, ça fait une belle opportunité pour venir appliquer notre produit antimicrobien. Donc, les produits antimicrobiens sont plutôt appliqués par pulvérisation de cette manière-là. Parce qu'on n'a pas besoin, comme pour le volet antigerminatif, de sortir les patates puis de les remettre. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire à ce niveau-là. Et si vous voulez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, autant pour les grandes chambres que pour les petites chambres, on est capable aussi de contrôler à distance avec notre automate
le CO2, la température, l'humidité et aussi la ventilation. Puis toutes ces données-là sont enregistrées dans nos bases de données. Cette diapo-ci et les prochaines diapos vont plutôt présenter nos équipements qu'on utilise pour faire nos diverses analyses. Dans ce cas-ci, je vous présente le Potato Hotbox qui permet vraiment de voir très rapidement les blessures internes des pommes de terre. C'est particulièrement intéressant quand on teste de nouvelles techniques de manutention de pommes de terre et qu'on voudrait voir si ces techniques-là de manutention permettent de minimiser les blessures. Quand je parle de voir la réponse rapidement, là, c'est généralement entre 1 à 2 jours. Versus si on laisserait les pommes de terre laissées comme ça pourrait prendre vraiment plusieurs semaines avant qu'on puisse voir la blessure à l'intérieur de la pomme de terre. Du côté laboratoire, on est capable de quantifier les sucres à l'aide d'un YSI. Donc, les sucres réduits que je parlais plus tôt en introduction, on parle de sucrose et de glucose notamment. On parvient aussi avec notre friteuse de faire des chips et des frites pour évaluer la coloration. On peut aussi faire des tests de goût. Dans notre laboratoire, on évalue aussi la présence de maladies et l'indice de germination. Au-delà de l'entrepôt expérimental, parce qu'on fait on fait des projets de recherche en entrepôt, on a aussi accès à des champs qui sont vraiment à proximité de l'infrastructure d'entreposage. Donc, on peut non seulement produire les pommes de terre à proximité et tout éviter le transport qui peut être très coûteux, parce que les pommes de terre, c'est quand même assez lourd, mais on peut aussi réaliser des projets directement au champ avec des parcelles expérimentales. On a l'équipement autant pour entretenir la culture au cours de la saison, mais aussi pour récolter. Dans le cas de la récolte, on a deux types d'équipements. On va avoir ici un plus gros équipement qui permet vraiment de récolter à plus grande échelle les pommes de terre. Mais quand on fait des parcelles expérimentales, ça s'applique un peu moins. Donc, on vient utiliser ce beau tracteur-là et cette magnifique récolteuse ici qui permet vraiment de ramasser chaque rang de pommes de terre qu'on met dans un bac. Puis, un coup que, surtout pour les essais au champ, un coup que c'est ramassé dans les bacs, on vient faire l'analyse de rendement de production et la distribution des calibres. On vient évaluer la densité des pommes de terre. La densité est un facteur quand même très important, surtout pour les pommes de terre qui sont dédiées à la transformation. Puis on peut venir aussi évaluer la qualité externe et interne de nos pommes de terre. Pour, par exemple, avec tout ça, venir évaluer tel produit est efficace, si oui, à quelle proportion et sur quel facteur il vient jouer. Donc, une diapo ici pour vous, là, je vais quand même assez vite parce que le temps il file. Cette diapo-là permet de présenter différents projets de régie de culture, de phytopathogènes, mais aussi des projets de recherche qu'on fait à l'entreposage. Donc, au champ, on peut tester différents types de fertilisation, que ce soit en biologique ou non. On peut venir tester différentes méthodes de culture, de contrôle de mauvaises herbes. On peut venir tester différents biostimulants, c'est bien à la mode ces derniers temps. Au niveau phytopathogène, on peut tester différentes techniques pour contrôler notamment certaines maladies comme la gale commune ou la rhizotomie et autres maladies. On peut aussi aller avec des plantes pièges. On peut également développer des techniques qui permettent de mieux évaluer la tolérance de lignées de pommes de terre en développement, surtout pour les producteurs qui ont un programme de breeding pour développer de nouvelles variétés de pommes de terre. Puis, comme que je le mentionnais un peu au fil de la visite virtuelle de l'entrepôt, on vient faire du développement et de l'expérimentation de produits antigerminatifs, antimicrobiens.
On vient aussi étudier différents paramètres, que ce soit ventilation, CO2, humidité, tout ce qui est période de cicatrisation, etc. C'est quoi le meilleur melting pot pour améliorer la conservation selon vraiment des variétés spécifiques. Et aussi, on peut évaluer différents types de méthodes d'application de traitement, qu'est-ce qui est le mieux pour vraiment optimiser l'efficacité du traitement qu'on souhaite développer, mettre en place. Est-ce que vous avez des questions sur la visite virtuelle, vraiment de l'infrastructure d'entrepôt? J'ai pas de questions sur l'entrepôt. J'en ai déjà posé quelques-unes, mais j'en ai une sur les plantes pièges. Peux-tu élaborer sur ce projet-là? Pièges pour piéger des insectes ou pièges pour être des sentinelles de maladies? C'est une excellente question et je vous avoue que je suis rentrée en janvier dernier, puis ça, c'était quand même un vieux projet qui a été fait. Donc, je dois vraiment être très honnête avec vous. J'ai pas lu sur le projet, j'ai juste repris un mot-clé, mais je pourrais définitivement vous revenir là-dessus, qu'est-ce qui a été fait particulièrement dans ce projet-là. Là. Ben, ce serait très apprécié, oui. Parfait. Je vous reviens, je me prends une note, puis je vous reviens. Donc, Agrinova, l'entrepôt de pommes de terre fait partie d'Agrinova, mais Agrinova, c'est bien plus que juste l'entrepôt de pommes de terre. En fait, c'est un CCTT qu'on appelle en long et en large Centre collégial de transfert technologique, qui est vraiment dédié à l'agriculture et qui représente une équipe de 35 personnes. On travaille pour accompagner les entreprises. Pardon. On travaille pour accompagner les entreprises en production animale, plantes fourragères, production végétale, grande culture, petits fruits, etc. Puis on a 4 succursales. Notre siège social est situé à Alma. On a aussi un bureau à Saint-Nicolas dans le coin de Lévis qui est plus spécialisé en grande culture. On a la vitrine technologique de Biochar à Mesteuillache et l'entrepôt expérimental, comme je le mentionnais, est à Sainte-Croix de Lotbinière. Donc, on est un peu répartis dans différentes régions du Québec. Puis, un peu pour vous présenter quel type de projet on peut faire avec Agrinova. En production végétale, comme je le mentionnais rapidement, là, on peut travailler en petits fruits, grande culture, l'agriculture nordique, production émergente, culture énergique. On a quand même différentes expertises aussi qui rattachent tout ça. Avec la vitrine de Biochar à Mesteuillache, évidemment, on vient travailler sur le biochar, les énergies renouvelables, la valorisation de certains résidus, développement de produits, etc. Puis en production animale, on peut venir toucher les bovins, la production laitière, le porc, les plantes fourragères. Puis je sais qu'ils font beaucoup dernièrement de projets sur la réduction de GES et aussi tout ce qui est l'alimentation animale. Là, avant que M. Rousseau me pose la question, j'en ai aucune idée plus spécifiquement, malheureusement, de ces projets-là. Mais si vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir de vous référer à mes collègues. Puis, le dernier bout que je voulais faire avec vous, et en fait, qui est la raison pour laquelle que je fais surtout ce webinaire-là aujourd'hui, c'est que non seulement je voulais vous faire connaître nos infrastructures, mais je voulais aussi faire un premier pas vers le développement de nouvelles collaborations. Parce que mon équipe et moi, même M. Rousseau, dans ma biographie, le mentionnait, j'aime beaucoup les projets collaboratifs. Puis, oui, on a une certaine expertise, mais on a quand même, soyons tout honnêtes, transparents, certaines lacunes. Et on voit, mon équipe et moi, vraiment plein de belles opportunités pour collaborer, que ce soit avec de nouveaux partenaires industriels ou avec les universités. Puis, vous avez possiblement dans l'audience certaines expertises qui seraient bien complémentaires à la nôtre.
Et voici quelques idées. Donc, on parle, oui, j'ai une maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire, mais j'ai plus ou moins travaillé spécifiquement là-dessus à un niveau très pointu. Donc, ça serait super intéressant de comprendre aussi le mécanisme de germination des pommes de terre. Parce que là, je vous mentionnais les périodes de dormance et tout ça, mais tout ce qui est dans l'endodormance, les facteurs, oui, on a une petite idée, mais c'est vraiment très complexe et c'est clairement pas tout le mécanisme qui a été résolu. Donc, ça serait super intéressant de travailler là-dessus. Ça nous aiderait aussi dans le développement de produits antigerminatifs et et à étudier aussi le mode d'action de nos produits. Donc ça serait super intéressant. Puis aussi tout ce qui est biostimulant, bon, on en connaît de plus en plus, mais il reste encore des choses à étudier là-dedans. Ça serait super intéressant aussi de regarder tout ce qui est données massives. Bon, je mentionnais qu'on était capable d'avoir accès à toutes nos données de ventilation, de CO2, de température, etc. Ça fait vraiment beaucoup du big data. Il y aurait certainement quelque chose à faire dans l'intelligence artificielle ou des outils bioinformatiques que, oui, nous, on analyse ça comme ça, mais pour trouver la meilleure méthode selon telle variété, il y a probablement des outils à développer qui seraient super intéressants. Puis, tout ce qui est ventilation des bâtiments, bon, j'avais un peu de difficulté aussi à répondre à certaines questions. Bien, étudier la relation entre les différents paramètres de fumigation. Bon, quand on applique la fumigation dans le plénum versus quand on l'applique dans la porte de garage, avec les flux d'air qu'il y a, puis toutes les petites particularités de en vrac versus en boîte, et de relier ça à l'efficacité du traitement. Un traitement X ou d'autres traitements aussi, que le mode d'action n'est pas nécessairement différent. Bref, d'étudier tout ça pour en faire vraiment une méthode super efficace et optimisée en fonction du traitement, ça serait vraiment super cool. Puis on travaille beaucoup en sciences naturelles et génie. Donc, l'aspect plus social qui est un petit peu malheureusement délaissé. Donc, travailler à faire ce genre de collaboration-là aussi, ça serait vraiment super intéressant. Et de plus en plus aussi, c'est quand même des aspects qu'il faut intégrer davantage dans nos projets de recherche. Donc, plusieurs idées ici. Pour concrétiser le développement de ce genre de collaboration-là, puis y aller au-delà des programmes de financement habituels, il y a quand même le programme de catalyseur d'innovation qui est à venir, que c'est vraiment pour promouvoir les collaborations interordres, donc entre collèges et universités du FRQ. Donc ça, si jamais vous voulez, moi, ça m'intéresserait pour développer dans ça serait super intéressant. Donc, au moins mettre quelque chose, un financement concret à des idées de collaboration. Puis, j'ai aussi un projet qui est déjà financé, où est-ce que je suis à la recherche de producteurs qui ont implanté dans les dernières années des bonnes pratiques agro-environnementales. Puis, je recherche des producteurs qui seraient intéressés à réaliser des témoignages sur leurs bonnes pratiques qu'ils ont implantées, notamment dans le projet qu'on appelle amidon.ca. Donc, si jamais vous avez vous ou des connaissances, ben contactez-moi. Ça va me faire plaisir de trouver le meilleur moyen de pouvoir mettre de l'avant ces collaborations-là.